C'est bon. On ne va pas la régler, j'ai essayé. Oui, mais sur mon ordi. Alors, nous allons vous présenter un peu le projet qu'on a fait, nous, sur la gare du Nord. Donc, lorsqu'on est d'abord allé sur place pour se renseigner un petit peu, parce que moi, par exemple, je ne connaissais pas beaucoup la gare du Nord, je suis allé très peu de fois et il fallait un peu qu'on se renseigne sur le terrain. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'on a observé de la gare du Nord, c'est que c'est une porte sur Paris. C'est un seuil finalement qui est entre la région, l'espace de la France et au-delà, jusqu'à Paris. C'est vraiment la porte d'entrée. On a observé une verticalité dans cette gare, dès l'extérieur finalement de la gare qui était déjà présent. Donc avec cette statue qui est tout en haut, qui représente la ville de Paris, on peut lire. Ensuite, les villes qui sont en dessous sont d'autres grandes villes, mais des grandes villes européennes, étrangères. Donc il y a Londres, il y a Berlin, je ne me rappelle plus toutes les autres, il y a Amsterdam, il me semble aussi. Alors que les villes qui sont encore en dessous, plus bas par exemple, ce sont les villes qui représentent les villes de France, les villes qui sont desservies par cette gare. À chaque fois, ce sont les villes desservies par la gare. Et ensuite, à l'étage du dessous, on a pu remarquer effectivement qu'il n'y a plus ces statues qui représentent par exemple les banlieues ou autres. Ça s'arrête aux villes de France. Donc, déjà, on était sur cette verticalité qu'on a pu observer. Et on a tout de suite un peu sauté sur l'image du bateau, un petit peu. Se dire, c'est un bateau avec plusieurs étages, déjà qu'on est à l'intérieur, et aussi qu'on le voyait depuis l'extérieur. Bon, je te laisse la suite, Sophie. Vous allez voir que cette analogie du bateau elle va être assez récurrente finalement. On peut voir voilà, les différents quais, et c'est à la différence d'autres gares qu'on peut avoir à Paris, c'est une gare qui est très verticale, déjà avec l'espace d'Eurostar, et aussi aussi tous les différents niveaux du RER en allant jusqu'au terminal Eurostar. En commençant sur RER niveau -3, qui a un niveau assez sombre, comme l'obscurité d'Alcal, puisqu'il n'y a finalement pas de fenêtre, il n'y a pas de lien avec l'extérieur. Le seul moyen pour voir la lumière du jour, c'est de passer par les niveaux supérieurs en montant les escaliers. Ici, c'est un endroit de passage. Après, le duty free de la classe moyenne, où là on trouve des magasins plutôt moyenne gamme, c'est un espace de passage et avec des magasins qui s'adressent plutôt à une classe sociale moyenne et plutôt moyenne. Le comptoir inférieur, là, c'est l'entrée de Paris avec plutôt le métro. Là, déjà, on sent qu'il y a une ouverture un peu plus vers l'extérieur, mais ça reste un espace de flux et pas du tout un espace propice au voyage. Finalement, là, c'est la plateforme d'échange niveau -1, où il ne se passe pas grand-chose si ce n'est des flux. Il y a encore quelques magasins moyenne gamme. Et après, on arrive dans l'espace, finalement, le pont principal, qui est là encore découpé. On a d'un côté la partie, voilà, le voyage du banlieusard, où là, on a la partie avec les trains qui desservent les banlieues. Et d'un autre côté, voilà. Et donc ça, voilà, la partie vers les banlieues, finalement, on a une entrée qui est différente de l'entrée vers les trains. Donc déjà, par la spécialité, on voit qu'il y a vraiment un découpage en fait, du type de déplacement qu'on fait. Et là, l'excursion voilà, provinciale, où on est invité à aller voilà, dans les régions, en province, et aussi à Thalys qui va donc, au Benelux. Et on voit aussi des magasins plus haut de gamme, en opposition aux magasins dans les niveaux inférieurs. Et enfin, l'eau de voyage, voilà, avec l'espace Eurostar aussi juste au-dessus, et où là on invite beaucoup plus à la contemplation, à prendre son temps par rapport aux autres niveaux où là on est beaucoup plus dans un moment de flux, de rapidité. Et l'espace où il y a l'Eurostar est finalement plus proche d'un quartier où alors on retrouve une architecture haussmannienne voilà, plutôt haut de gamme. Voilà, on a aussi l'espace taxi, donc qui encore une fois s'adresse à une classe sociale assez élevée. Voilà, donc ça c'est l'Eurostar qui est plutôt le lieu de pouvoir, puisque on a aussi plutôt le côté élevé à un espace où c'est les personnes qui vont pouvoir, qui peuvent observer et qui ont vu sur les gens tout dessous. Avec également l'étoile du Nord, une Thierry Marx, le restaurant étoilé. On a résumé ça voilà, par un schéma. Déjà une hiérarchisation qui va dans un sens vertical, voilà, comme j'ai expliqué, qui va du RER et en remontant jusqu'à l'Eurostar avec le restaurant de luxe, mais aussi une hiérarchisation horizontale, avec d'un côté voilà, toute la partie Eurostar, la sortie taxi, et plus on va dans ce sens-là, on va avoir un espace où on est beaucoup plus dans la rapidité et
cachés, on pourrait dire, et qui sont aussi moins accueillants. On a résumé ça par une hiérarchisation qui va dans les deux axes. On voit ici. Ici, ce qu'on a écrit, c'est finalement si Gare du Nord c'est un bateau qui est ancré dans un port. Et ce port-là, c'est les quartiers qui sont autour de celui-ci. Et on voit qu'à l'entrée même de Gare du Nord, il y a un lieu de vie. Il y a des gens qui y vivent. Il y a ce qu'on dit l'entrée du port. C'est une zone où l'on attend, où l'on se rencontre, où l'on se fait scruter, où l'on se fait alpaguer. Donc à la fois, ça pose des questions de qui sont les gens qui fréquentent ces lieux-là. Mais on a très bien vu qu'avec cette hiérarchisation de la gare, il y a une séparation aussi, il y a une distinction. Qui sont les gens qui sont devant la gare, de quel côté de la gare, et puis de l'autre côté, on a Rue Maubeuge où tout est beau, tout est cossu. On a les étrangers qui ont à la fois la mythologie du voyage en rentrant dans Gare du Nord, avec cette architecture propre, avec finalement aussi l'architecture haussmannienne qui réapparaît, cette idée de bienvenue à Paris. De l'autre côté, on ne dit pas trop bienvenue à Paris. Et donc on se pose la question, nous finalement, avec Gare du Nord 2024, qu'est-ce qu'on essaie de faire de ce bateau? Vers quand on tend? Et est-ce que Gare du Nord qui est implantée dans un quartier fort, avec des identités fortes, que ce soit le quartier indien d'un côté, que ce soit le quartier africain de l'autre, est-ce que nous ne serions pas en train d'aseptiser la gare? Que va-t-il se passer? On le voit tout simplement avec une architecture très minimaliste, très tendance à l'ère du temps, de cette idée du futur qui est tout blanc et qui est tout propre. Et à partir de toutes ces réflexions, on s'est posé la question tout simplement, où réside l'esprit du lieu de Gare du Nord? Cette question, où réside l'esprit du lieu de Gare du Nord? Où réside l'esprit du lieu? Tout simplement, elle a été posée par Augustin Berg, qui est mésologue, qui étudie les espaces humains et qui se pose la question de qu'est-ce qui fait un espace habité et qu'est-ce qui fait qu'un espace est habité. Et Augustin Berg qui nous dit que l'esprit du lieu il réside dans la sédimentation historique d'un lieu, c'est l'histoire de celle-ci, mais qui fait l'histoire d'un lieu? Ce sont les gens qui habitent ce lieu. Et nous, on s'est posé la question de finalement qui habite Gare du Nord et quel est l'esprit du lieu de Gare du Nord. Et avant, Gare du Nord était appelé comme un embarcadère, on s'est rendu compte qu'en quelque sorte, l'esprit du lieu, c'était celui du voyage. Et on s'est dit tout simplement, pourquoi pas transformer tous les déplacements en voyage? Pourquoi simplement les gens qui prennent l'Eurostar devraient voyager? Pourquoi ne pas tenter de faire voyager tout le monde? Et la première question qui se pose, c'est quoi la différence entre le voyage et le déplacement? Et pour cela, on est parti voir un sociologue de l'imaginaire, Dandrieux, qui nous dit « Dans le voyage, le décor change l'homme, dans le déplacement, le décor change, mais l'homme reste le même. » Et nous, on s'est rendu compte, dans ce bateau à différentes caves, en fait, ce qui manque, c'est qu'il n'y a pas de décor, c'est qu'il n'y a pas de paysage. On s'est rendu compte que finalement, on n'avait pas d'horizon, puisqu'on est sous la cale. Et comment on fait pour recréer ce paysage? Et c'est là où on est parti faire un peu de recherche en voyant en fait quelle est la mythologie du train, quelle est la mythologie qui habite ces lieux-là. Et d'un côté, on a celle du train qui, depuis l'invention de l'avion, en fait, a repris cet imaginaire d'une initiation au voyage et à l'introspection. Il y a l'idée de pouvoir voir le paysage qui défile dans les fenêtres, ce qui n'est plus le cas avec l'avion, et ce phénomène qu'on appelle l'encapsulement. De l'autre côté, on a celui du métro, qui est une mythologie qui est complètement différente, avec un monde souterrain et donc une certaine verticalité. C'est vraiment dommage qu'on voit pas ce qui écrit. Mais à travers tout ce questionnement, on s'est dit tout simplement que l'horizon se révèle par le paysage. Et dans un bateau, où est-ce qu'on arrive à voir l'horizon? C'est sur la vigie. C'est le mousse qui annonce la terre au-dessus de cette vigie. Et c'est à partir de ça que nous, on a décidé de développer notre concept qui se nomme le perchoir, où on voit absolument rien. Sur une saturation. Mais le perchoir en lui-même reprend cet imaginaire. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose de là. Mais le perchoir, qu'est-ce que c'est? Le perchoir, on l'a défini comme étant un mât, une vigie, une tour, un horizon. C'est quelque chose qui s'érige, qui à la fois reprend cet imaginaire du bateau, qui reprend l'imaginaire du voyage, mais qui a aussi une utilité, qui a aussi une signification. Ouais, on s'est dit, c'est à la fois, à travers la vigie, on observe, on se repère et à la fois on contemple. Et nous, l'idée, c'est d'utiliser en fait la technologie
Et ce qu'on ne voit pas, c'est tout simplement, en fait, tout ça, c'est vitré autour de ça. Et l'idée, c'est de projeter ou finalement de mettre en place là la signalétique où les gens pourront se repérer et s'observer. Alors, au niveau technologique, comment ça se passe? Donc là, ce serait plutôt des technologies comme un peu les technologies OLED, donc les écrans un peu qui sont basés sur du verre, sur des écrans transparents, sur lesquels du coup pourraient s'afficher les informations. Donc à travers ça, ça ne viendrait pas finalement polluer complètement et cacher finalement la gare au spectateur. Il peut quand même voir à travers légèrement et quand même pourrait distinguer finalement ces interfaces qu'il pourrait voir. Donc il y a aussi Windows qui développe des écrans un peu similaires. Samsung est un peu avancé dessus. Il y aurait aussi par exemple l'utilisation de ces ventilateurs holographes qui projettent des images en tournant comme ça se développait un petit peu, qu'on pourrait utiliser par exemple comme point d'information. Actuellement, les points d'information dans la carte sont assez cachés, pas forcément très visibles, et on se disait qu'on pourrait utiliser ça aussi au-dessus, en haut de notre mât, qui pourrait être un peu une sorte de drapeau finalement qui indique finalement la position de ce lieu, vu on pourrait en placer plusieurs à l'intérieur de la gare, un peu de cette façon, où ça représenterait un peu le logo d'information qui était gardé dans une commerciale. Ensuite, pour l'arborescence et comment ça se passe, je te laisse juste intervenir. Donc nous on va commencer, comme vous avez pu le voir, en fait tout l'espace vitré ça va être un espace d'interface. C'est-à-dire que quand on arrive, on pourra cliquer n'importe où. Et on va vous montrer des images après, mais on a décidé de mettre des petites icônes en fait, de touchscreen pour justement inviter les personnes à toucher la vitre parce que c'est peut-être pas instinctif. Une fois que cette personne elle aura touché sur l'écran, ça va lui donner un choix de langage. Et de là après va découler deux choix, soit voir la carte, soit choisir mon itinéraire. Et ça, en fait, finalement, on relie ça un petit peu à l'idée de déplacement en voyage, où les personnes, peut-être ou peut-être pas, de temps à consacrer à leur itinéraire, ou justement peut-être à une évasion peut-être. Et donc, sur la carte, soit on va avoir un plan isométrique, où là, en fait, l'espace va être découpé selon des couleurs, et on aura un espace pour l'Eurostar, un espace où il y aura les quais, la restauration, le métro, l'RER, le nouvel espace commercial, mais aussi tout l'espace alentour, parce que, comme on l'a dit, finalement, ça fait partie du lieu aussi. Et de l'autre côté, quand on choisit l'itinéraire, on a soit une barre de recherche où on tape nos destinations, ou alors après, sinon on choisit le moyen de transport qu'on va emprunter pour ensuite choisir où on veut aller. Concrètement, donc là c'est encore un peu blanc, donc on voit pas très bien, mais on distingue légèrement un peu les icônes de doigts qui indiquent finalement l'invitation à toucher. Alors on s'est demandé un peu pourquoi finalement faire ce trajet-là. Donc une fois qu'on arrive en haut finalement positionner cette vigie, on aurait du coup l'accès grâce au toucher un peu qu'on pourrait finalement inciter. Et ensuite on pourrait avoir le choix finalement de choisir notre voie de progression finalement, comment choisir notre itinéraire. On a identifié finalement deux types de personnes finalement importantes je pense dans la gare. Donc il y a ceux qui veulent aller vite et ceux qui ont le temps. De manière générale, je pense qu'on peut presque les résumer là-dessus. Donc ceux qui auraient le temps et auraient envie un peu de visiter pourraient choisir de voir la carte en isométrique, un peu comme celle qu'on avait présentée tout à l'heure, ce qui représentait un peu les mêmes codes. Ou alors de choisir son itinéraire, s'il a envie d'aller vite, s'il a envie d'aller d'un point A à un point B, si aussi par exemple il est étranger, qu'il ne connaît pas très bien, qu'il n'a pas forcément envie de s'aventurer dans des endroits trop lointains et envie de quelque chose de précis, il peut choisir directement son itinéraire et pourrait arriver finalement sur un écran comme celui-ci, avec une barre de recherche s'il veut taper un lieu précis, ou éventuellement directement choisir une catégorie d'espace où il veut se rendre immédiatement, s'il veut rejoindre un RER, un métro, un type de transport particulier, s'il veut aller une sortie par exemple, une sortie de la gare particulière, s'il cherche quelque chose par rapport à ça, s'il veut aller endroit où se restaurer ou trouver d'autres types de services. Et ensuite, où est-ce que pourrait finalement se trouver un peu ce type d'installation? On pourrait retrouver ça par exemple dans la partie du centre commercial de la gare. On pensait ça, enfin la partie vraiment commerciale, mais oui, la zone commerciale, je dirais, la zone un peu avec les flux, mais un endroit où il ne fallait pas que ça gêne directement les flux. C'est quelque chose qui va attirer les gens, mais il ne faut pas que ça vienne interrompre ces flux qui sont quand même présents. Donc on voulait quand même faire ça en hauteur pour l'idée de la vigie, et en même temps, en le décalant un petit peu des espaces de flux, en faisant cette petite avancée, cette passerelle qui amène à cette vigie, qui l'écarte un peu, qui la sépare un peu de ses flux, donne un petit peu de calme, les gens ont le temps de s'arrêter comme ça, et peuvent ainsi avoir un peu plus en tranquillité, observer finalement l'itinéraire qu'ils veulent emprunter. Finalement, l'idée là, avec le perchoir, c'est aussi reprendre cet imaginaire du lookout, de cette vue panoramique où on ressort finalement et à la fois on peut contempler l'espace,
parce qu'on est dans un espace en hauteur, mais à la fois souvent on allait en haut pour pouvoir se repérer. Et donc là, à la fois en ayant un espace qui est mis en hauteur, qui est mis en avant, les gens peuvent voir, peuvent contempler, et à la fois peuvent s'orienter et se repérer. Maintenant, la question c'est pourquoi on a fait le perchoir? Pourquoi à partir de toutes ces recherches, on est arrivé à ça? On s'est dit parce que le perchoir, c'est un panoptique. Le panoptique, ça a particulièrement été développé par Michel Foucault dans le Surveiller et punir. Qu'est-ce que c'est le panoptique à la base? Panoptique à la base, c'est une tour d'un surveillant qui était mis au milieu d'une prison qui permettait de voir à 360 degrés toutes les cellules qui sont individuelles. Et cette idée, c'est de créer ce semblant d'être constamment observé par le surveillant sans jamais savoir s'il est là ou pas. Et donc, ce but était de contrôler et surveiller ces populations-là. Michel Foucault, lui, va le développer, il va montrer comment on utilise le panoptique en société. Comment on fait ça, finalement, dans les écoles, dans d'autres endroits. Et nous, on s'est rendu compte que Gare du Nord, à travers sa sédimentation, à travers ce qu'on essaye d'en faire aujourd'hui avec des espaces de coworking, des espaces de jogging, finalement, c'est pas pour les gens qui habitent en bas de la cale du bateau. Les gens qui partent dans les lieux de pouvoir en plus un, les gens qui prennent l'Eurostar, les gens qui peuvent aller dans le restaurant de Thierry Marx, ça ne sera jamais les gens qui sont tout en bas. Et on a trouvé ça vraiment intéressant de comment ce bateau, qui est à la fois une représentation de la hiérarchie sociale, on s'est dit, en fait, le perchoir, c'est aussi une représentation de ça. Le mettre en hauteur, c'est montrer aux gens que finalement, il n'y a que les gens qui ont le pouvoir, qui sont en haut, qui peuvent avoir l'information, et non pas les gens qui sont en bas, puisqu'elle n'est pas tirée pour eux, cette information. Et comme nous a dit Carl Jung, psychanalyste, qui est très intéressant, il est dit qu'aucun arbre peut pousser jusqu'au paradis sans plonger ses racines jusqu'aux profondeurs de l'enfer. Et les profondeurs de l'enfer, on se demande, est-ce que c'est pas le RER? Est-ce que c'est pas tous les gens qui utilisent finalement le fond, la cale du bateau, qui font la Gare du Nord, qui font l'identité de la Gare du Nord? Mais Citrus, en voulant transformer la Gare du Nord en centre commercial, qui n'est, soit dit en passant, pas dirigé vers ces personnes-là, puisqu'ils n'ont pas le porte-monnaie pour, finalement, on est juste en train de faire un arbre qui pousse au paradis, un paradis qui n'est pas aux gens qui sont en bas dans l'enfer. Et on s'est dit, si Gare du Nord c'était un bateau qui vogue dans le navire dans les eaux de la gentrification. Merci beaucoup. Il y a une part absolument remarquable dans votre travail. Non, mais je peux parler du français. Il y a une part vraiment remarquable dans votre travail, c'est la lecture en niveau lié aux conditions sociologiques. Parce qu'une fois que vous l'avez exposé, ça devient évident pour tout le monde et tout le monde l'a expérimenté. Et ça, je trouve que c'est vraiment un angle d'attaque tout à fait intéressant. Surtout que vous sous-entendez, mais bon, on comprend, il y a une expérience dégradée en fonction du niveau social. Ma petite déception, enfin ma grosse déception, c'est que vous répondez de façon extrêmement étrange à cette question. Comment est-ce que vous changez l'expérience du mec au moins 3 en mettant un petit truc là qui est une vigie sur votre dessin, je vois pas une vigie. Une vigie, c'est tout en haut. Et là, vous avez au moins un niveau dessus. Et puis, vous savez combien de gens passent Gare du Nord tous les jours? Environ 800 000. Combien de gens peuvent fréquenter le lycée par jour? Donc comment est-ce que vous espérez avoir de l'impact avec un objet aussi petit? Le but, c'est que ce soit un objet aussi petit, avec aussi peu de gens qui peuvent intégrer cet objet-là. Alors voilà, nous, il y a eu toute une réflexion vis-à-vis de ça. Quand on s'est dit qu'il fallait orienter, on nous a dit, on a vu le brief, et cette question d'orientation, on s'est dit, mais on oriente qui? Et on oriente pourquoi, vers où? On nous a dit, la signalétique, la SNCF, c'est pas où. Là, le client, c'est Citrus. Il faut orienter ce que Citrus, finalement, va mettre en place. Et nous, assez rapidement, on s'est rendu compte, les studios de coworking ou autres, c'est pas pour les gens qui sont en bas. Et donc finalement, cette idée d'orientation, c'est créer un lieu de pouvoir qui soit si limité comme la vigie, où une ou deux personnes seulement peuvent y avoir place, pour aussi faire réfléchir à cette question de finalement qui contemple d'en haut, et cette idée de minorité qui a un pouvoir constant sur cette. Mais alors, du coup, vous faites rien, enfin, ça, vous le laissez tel quel, et puis. Non, mais parce que je pense. Mais moi, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que réellement on peut faire quelque chose pour en bas ou pas? Ou est-ce que finalement le brief il est déjà biaisé? Comme il y a une analyse très, très sociologique, très politisée, au noble sens du terme, c'est-à-dire une vraie réflexion sur le rapport de force, pourquoi vous n'êtes pas emparé de la signalisation pour acquérir la circulation et faire que les gens du troisième arrivent au premier? Plutôt que d'amener éventuellement les gens du premier qui s'y confient à réfléchir sur eux-mêmes, ce que
globalement, ils sont assez peu. En termes d'impact par rapport au constat très dur que vous faites, je trouve ça léger. Et puis, vous avez aussi une vraie réponse, vous êtes les premiers à dire, enfin, peut-être aussi, la gare, elle n'est pas suspendue dans l'air, elle est dans des gares. Et vous l'avez bien indiqué, mais après l'avoir indiqué, vous n'êtes pas emparé de ça. Donc, il y a un beau regard, mais ça livre pas. Mais ça fait. Je trouve qu'on verse dans le cynisme, à la limite. Après, il y a beaucoup de gens qui passent dans la gare. L'expert du cynisme. Pour être un peu cynique, je dirais qu'en même temps, la problématique de flux, elle est déjà en partie réglée, parce que déjà toutes les personnes handicapées, a priori, elles n'y ont pas non plus. Oui. Sans pas en enlever quelques-uns. Et je trouve que, ouais, j'abonde dans le sens de mon camarade. Il y a quelque chose, ça nous laisse un peu sur notre faim, c'est-à-dire qu'on se dit au début, bon, où est-ce qu'ils vont nous emmener? D'accord, le constat, c'est intéressant, un poil masturbatoire par endroit, mais la masturbation, ça fait du bien, et on se dit, où est-ce qu'on va? Et finalement, on va vers on fait rien de plus que mettre en emphase des choses qu'on pourrait vouloir dénoncer, mais que finalement on dénonce pas. Et c'est vrai que c'est une prise de conscience spontanée des classes supérieures, des classes inférieures. C'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Et là, la problématique, moi je pense. Le type va se faire gilet jauné, c'est vite. Mais pour être honnête avec vous, moi je pense qu'il n'y a pas de solution dans un brief pour Citrus en lui-même, puisque Citrus semble être le problème. Et il y a eu, en ayant fait mes quelques recherches au niveau de Citrus, sur la question de la gentrification et particulièrement du quartier, parce que nous, lorsqu'on nous a pris ça, on nous a aussi dit qu'il y a un quartier fort qui est le quartier africain et indien, comment on peut utiliser cette culture. Mais comment on peut utiliser la culture des gens sans vouloir utiliser les gens eux-mêmes, et c'est là où c'est la problématique. On est d'accord sur tous les constats. Moi honnêtement, je pense qu'il ne faut juste pas de Citrus en fait. C'est pas Citrus là. Les briefs, il y a des fois où c'est intéressant de se dire que c'est pas l'état de l'œuvre, c'est pas la Constitution. Le mec il voit ça comme ça. Mais il se trompe, il devrait faire autre chose. Et puis tu prends le risque de me tromper en pensant qu'il pose autre chose parce que c'est vraiment ça qu'il veut. Mais peut-être que le brief vous a. Et si toutes les personnes qui travaillent à Citrus auraient été pourquoi pas réceptives à ce type de constat, et si finalement il n'y avait pas. Parce qu'il y a une manière de dire, bon, bah, de toute manière, ils n'ont pas le porte-monnaie pour, donc on les oriente pas eux, et on fait pas en sorte que. Aujourd'hui, si justement je me mets du côté du discours cynique ambiant, je vais te dire, il n'y a pas de petit porte-monnaie, il n'y a que des porte-monnaies. Faisons en sorte d'aller tirer le moindre euro, même à celui pour qui c'est difficile. À la rigueur, si tu dans ces cas-là, je peux même aller. Déjà, ils sont plus nombreux. Ça veut dire que tu le prends moins sur la masse, des fois, puis tu te trouves. Et là, finalement, tu vas servir autant Citrus. Tu vois ce que je veux dire? Nous, l'été, c'est. Alors, je vous avoue, je suis complètement d'accord avec vous, et je pense qu'on est un peu passé par tous ces constats. Ça y est, on n'avait qu'une semaine. Peut-être que la chose qu'on peut faire, c'est poser une question. C'est intéressant, c'est le débat que ça suggère. Je pense que c'était cette Votre regard est vraiment intéressant et caractérisé. Et ça, aujourd'hui, je le redis, parce qu'après, on a dit que des choses pas agréables. J'allais venir, on va aller faire le bout de Non, mais ça, en fait, ça a la vocation d'exister. Le début du brief, il a la vocation d'exister. Donc, même si la solution, la façon dont c'est adressé, c'est pas forcément. C'est pas vraiment en corrélation. Enfin, il y a une vraie problématique, mais derrière ça ne reste pas. Voilà, si on devait résumer. Déjà, c'est bien posé. Voilà, c'est bien posé et donc ça a vocation d'exister et voilà, bravo là-dessus. Ouais. Après, moi j'ai juste un point sur pas de le problème. l'argumentaire. Non, c'est juste au niveau de l'argumentaire, c'est-à-dire déplacement voyage sur une vigie qui est un lieu immobile par excellence. Ouais. Voilà, donc il y a. C'est ça qui m'a dérangé. Je suis d'accord avec ça et je pense pas que par rapport à. Il y a une mythologie du voyage en train qui a été épuisée par le nombre de voyageurs qui font des voyages en train. Et s'il y a une nouvelle mythologie du train, elle est vraiment créée avec des trains qui se conduiront tout seuls, qui détacheront des wagons qui seront au milieu de la campagne. Et là, peut-être votre parti pris, il est un peu vintage, nostalgique, mais il n'est plus allumé par grand-chose parce que ça ne peut avec personne. Et surtout pas les gens. Moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est assez intéressant parce que j'aime beaucoup le brin de culture que vous avez mis sur la recherche des équipes. Vous avez tous fait une bonne recherche, mais vous êtes l'équipe qui avait peut-être le mieux formulé, du moins de ce que j'ai vu mercredi. J'ai la proposition, parce qu'une contre-proposition dans certains cas, parce que votre identification de la problématique, votre proposition, c'est presque
qui est la pire façon de répondre à notre problématique. Et ce serait ça. Et après, cette même idée qu'on a fait Sacha, tu la détournes un petit peu. Ce confort, tu mets à l'extérieur de la gare. Un lieu de rencontre aussi. Ouais. Et un lieu de rencontre beaucoup plus justement vaste, un lieu de rencontre qui sert pas justement, qui n'a pas une vocation unique à la mobilité, à l'orientation. Un lieu d'échange, justement, on parle de culture, je sais pas, d'apposer autre chose, d'apposer des informations,